présider cet après-midi. Je voulais rappeler, mais peut-être qu'ils l'ont déjà fait ce matin, et donc je m'excuse de ne pas avoir pu être là. Ça nous intéresse particulièrement aussi au sein de l'équipe Kailara, ce séminaire. On est ici présents à plusieurs, parce que c'est une question qu'on cherche de porter. C'est bien qu'on puisse la porter ensemble, ces questionnements, ces enjeux qu'elle soulève et la critique qu'on peut en faire. Par critique, je voudrais clarifier immédiatement. Je ne dis pas descendre les personnes, c'est que souvent, malheureusement, dans le milieu architectural est pris comme critique, mais je pense que la recherche a un rôle fondamental là-dedans pour justement porter une critique, soulever des questions, mettre en avant des enjeux vis-à-vis des phénomènes qui sont en train de construire aussi notre ville, et de comprendre quel sens, quel sens porte-t-il pour ce qu'on appelle l'habité commun et la fabrique de ce qu'on appelle la fabrique de la ville. Donc, ces mêmes thématiques, donc la question du temporaire, de l'éphémère en milieu urbain, ce sera aussi le sujet du prochain colloque, grand colloque La Vue annuel qui s'appelle Contradiction urbaine, qui, si tout va bien, aura lieu en automne 2018. Donc, on a une grosse après-midi avec plein d'interventions vraiment très intéressantes. Donc, je passe immédiatement la parole à Cyril Lana et je vous propose d'organiser les débats à la fin, en sachant qu'on aura une pause intermédiaire après les 3 premières interventions, dans lesquelles j'aimerais bien que l'on fasse des questions vraiment factuelles. Pas des questions de fond qu'on aimerait bien discuter vers la fin. Ok? C'est à vous. Merci. Cyril Hanap, je suis architecte et puis enseignant à l'école Paris-Belleville. Ce que je vais vous présenter, c'est un travail qu'on a mené à peu près sur 3 ans. J'ai écrit, c'est une recherche-action, mais maintenant, en fait, c'est une image qui n'est pas mise à jour parce que il y a même il y a un troisième titre, c'est une recherche pédagogie-action. C'est-à-dire que il y a eu une équipe de chercheurs assez large avec des sociologues, des urbanistes, des anthropologues, des humanitaires, un géographe, j'en oublie. Donc ça, c'est une recherche, c'est une pédagogie parce que c'est un travail, alors je suis très heureux que les étudiants soient venus là aussi cet après-midi, parce que c'est une recherche qui est en continu et dans laquelle les étudiants ont une part très importante aussi. Et enfin, c'est une action, c'est-à-dire que j'irai plus loin que ce que disait Alessia. Pour moi, il y a bien une volonté que ces choses-là deviennent des actes. Et on le dira en conclusion, il y a un certain nombre de... C'est même pas des signes, c'est des choses qui se passent actuellement qui voient évoluer ces points de vue. Alors, la ville accueillante, ça part de quoi? Ça part de des intuitions, qu'on avait eues en travaillant dans des bidonvilles en région parisienne, des choses que j'ai pas inventées, que la plupart des gens qui sont présents ici connaissent assez bien par la question de la reconnaissance du bidonville, etc. Mais c'est parti quand même à un moment de 2 phénomènes concomitants qui se sont passés à Calais et à Grande-Synthe, où la question qui est par ailleurs activée dans le programme Babels autour de Michel Agier, ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font aux villes, à Calais et à Grande-Synthe, ces choses-là ont pris une acuité particulière. Alors, on va revenir un petit peu justement sur ce qui s'est passé à Calais et à Grande-Synthe. À Grande-Synthe, c'est une banlieue de Dunkerque, pour mémoire. Et effectivement, les choses ont pris une acuité particulière à cet endroit-là. Bon, Calais, Grande-Synthe, c'est 2 points particuliers qui sont sur la route de l'Angleterre. Ça a été les points les plus connus, mais il faut voir qu'il y avait des tas d'autres petits camps qui existaient sur la route.
Ils ont presque tous été détruits, il en reste un ou deux maintenant. Angres existe encore, par exemple. Mais il faut bien voir que donc c'est un phénomène urbain qui se fait à la croisée de plusieurs choses. Une chose aussi importante et particulière, c'est que ces choses sont à la fois des camps et des bidonvilles. Julien Darmon, dans son bouquin sur les bidonvilles, dont je ne partage pas du tout les conclusions, mais qui a fait une bonne analyse de beaucoup de choses, distingue les camps des bidonvilles par le fait que les camps sont des lieux destinés à des gens de passage, tandis que les bidonvilles seraient des lieux destinés à des gens qui s'installent. Alors, qu'est-ce que le passage, qu'est-ce que l'installation, etc. C'est tout un débat, on pourrait y revenir éventuellement plus tard. Donc, ce qui se passe à Calais, il y a le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, et la maire conservatrice et opposée aux migrants de Calais, qui croient tout d'un coup avoir une idée de génie pour se débarrasser de tous les bidonvilles et squats qu'il y avait dans leur ville, c'est de dire qu'il y a un endroit où les migrants vont pouvoir se rassembler, et ils disent en gros que les gens seront tolérés à cet endroit-là. Ça, c'est une carte qui a été faite par le journal Le Monde. Hein. Mais alors, cet endroit, il est assez stratégique. Là, on ne voit pas très bien, malheureusement, le fond des choses, mais il faut savoir qu'ici, il y a l'autoroute qui longe toute la côte de la Normandie jusqu'à la Belgique. Et ici, il y a un branchement d'autoroute qui vient vers le port de Calais. Et il y a cet endroit qu'ils appellent la Lande, qui a une espèce de terrain vague, un petit peu, qui sert à plein de choses. Il y a des gravats qui y sont déversés, il y a même les restes d'un cimetière, c'est assez bizarre. Il y a des pierres tombales en vrac. On trouve des douilles de chasse. Il y a un terrain de motocross. Enfin, c'est un terrain comme ça un peu changeant, qui a eu plusieurs vies, qui a été. À une époque, c'était des champs, à un moment, c'était des rebuts de chantier. Il a par contre un sol de qualité, c'est une chose importante, c'est que justement il a un sol couvert de sable, tassé, et ça c'est une qualité assez particulière puisque c'est un sol sur lequel on peut s'asseoir et qui ne génère pas de la boue et sur lequel tout est assez solide. Et donc ils disent, là vous serez tolérés. Et là, immédiatement, en tant qu'architecte, je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait là ils viennent d'autoriser une ville nouvelle à se construire. Il y a cette BD de Lucky Luke, Ruée sur l'Oklahoma, qui me revient en tête, et on voit qu'il y a très vite, et on y est dès les premiers jours, et on voit quelque chose à l'œuvre. Alors, ce qu'on a fait avec ce qui s'est passé, c'est il y a une méthodologie qu'on a mis. Pareil, on l'a reprise de gens qui travaillent là-dessus depuis des années. Je pense en particulier à Marie Aquilino, qui est une américaine qui avait fait un livre en 2011 sur Beyond Shelter, au-delà du shelter, et qui découpait l'action de l'architecte en 3 points sur ce genre de terrain. Elle disait l'architecte d'abord a un rôle d'observation, c'est-à-dire qu'il regarde les lieux et il les dessine, il les représente, et ce faisant, il leur donne une identité, une possibilité de les penser et une possibilité d'échanger sur le sujet aussi bien avec les personnes concernées, c'est-à-dire les habitants, qu'avec les élus, les décideurs politiques, etc. Donc ça, c'est le premier rôle de l'architecte. Le deuxième, il est technique. En gros, c'est de faire baisser les risques, c'est-à-dire que ça soit les risques incendie, les risques inondation, les risques constructifs, les risques sanitaires sur la ventilation, etc. Et le troisième rôle, il est projectuel. Alors quelque part, c'est celui qui ressemble le plus à un rôle de l'architecte classique, c'est-à-dire qu'à partir de ces 2 outils, il va pouvoir, avec les habitants, projeter le devenir des lieux. Donc, fidèle à cette méthode, c'était avec les étudiants du DSA Risque Majeur de Paris-Belleville, nous avons mis en place la cartographie de
de la jungle de Calais pour pouvoir travailler dessus. Là, je suis désolé, ça sort c'est assez dur à lire. C'est 2 états successifs de la jungle de Calais. Là, c'était en octobre 2015. Là, elle avait à peu près 6 mois. Là, c'était en mars 2016. Elle avait 1 an à ce moment-là. Pourquoi je montre ces 2 cartes? Parce qu'il y a des évolutions substantielles de la ville qui se sont faites et une forme de stratification qui s'est dessinée. Ici, donc, on a une ville qui se fait de manière, comment le dire, empirique, comme une ville médiévale, qui se fait le long des chemins, etc. Et là, il y a 2 couches qui se sont surimposées. Bon, d'une part, il y a l'État qui a démoli la partie sud de la jungle de Calais. Pourquoi il l'avait démoli? Il avait envoyé 2 émissaires pour regarder ce qui se passe. Ils avaient fait un rapport qui constatait des dérives autogestionnaires. Alors ça, l'État ne supporte pas les dérives autogestionnaires. Et donc aussitôt, ils avaient décidé de détruire le camp et de construire un camp officiel ici. On ne le voit pas ici, mais c'est un alignement de containers blancs qui était ici. Et tout d'un coup, on a un plan de ville qui commence à ressembler justement à une ville, peut-être à un plan du Grand Paris, par exemple, où on verrait des anciens quartiers pavillonnaires qui viendraient surimposer avec des grands ensembles des années 60. Enfin, il y a une grille de lecture comme ça qui se complexifie. Et par contre, ce qui nous avait interpellé, c'est que ce camp était aux normes de construction actuelles, ce camp était chauffé, ce camp bénéficiait d'électricité, de plein de choses, et néanmoins, les habitants de la jungle n'y vont pas. Ils ouvrent le camp, ils ne comprennent pas, personne ne veut venir. Les gens préfèrent rester dans la jungle. Il n'y a qu'à la toute fin du camp, qu'il y avait une densité complètement dingue qui dépassait celle de Gaza, que les gens ont commencé à investir le camp. Et ça c'est pas bien de régler parce que c'est vraiment. Donc il y a tout un travail qui est fait donc, pour documenter les lieux, pour qu'on puisse comprendre ce qui s'y passe. Et donc des techniques de représentation qui passent entre autres par le relevé habité. Alors le relevé habité, c'est des techniques qui ont été inventées dans les années 60. C'était une personne qui s'appelle Charlotte Cower qui m'a un peu initié à ça et avec qui on avait travaillé là-dessus. Et donc sur l'idée que non seulement on représente l'architecture, mais on va représenter tout ce qui se passe à l'intérieur. Les objets sont posés, comment ils sont vécus, idéalement parfois même suivant les différentes heures du jour. On voit là par exemple que c'était un restaurant afghan dans la jungle de Calais qui servait le jour de restaurant et la nuit d'hôtel. Et donc il y avait ces systèmes de banquettes sur lesquels on pouvait manger soit assis à l'européenne, soit assis en tailleur, et sur lesquels on pouvait dormir même à l'heure de la sieste. Alors, il y avait par ailleurs, ce qui nous intéressait, c'est tout un jeu de systèmes constructifs qui sont basés sur la récupération, qui sont basés sur l'économie d'énergie, qui sont basés sur l'optimisation générale des choses, sur le poids des choses, parce qu'on est dans un domaine contraint. Ici, c'est un magasin. Et puis, on s'intéresse de plus près au logement, et ce qui est aussi très important pour nous, c'est de ne jamais dessiner un logement sans échanger et d'une certaine manière rendre compte des personnes qui y habitent. C'est-à-dire qu'aucun des logements que nous voyons n'a de sens si on ne sait pas qui est à l'intérieur,
pourquoi il est là, comment il vit, comment il se projette, comment il voit l'avenir. Le logement n'a pas de sens sans cela. Alors en l'occurrence, c'est 8 femmes érythréennes, c'est un logement pour 4 personnes au début, et il y a 4 autres femmes qui se font agresser la nuit. Leur maison est brûlée une nuit, elles n'ont plus rien, et elles se retrouvent du coup à 8 dans cette maison, plus une espèce de passeur, enfin on ne sait pas bien, un monsieur qui un peu les contrôle. Enfin, elles ont un rapport un peu compliqué avec lui. Alors, après, il y a une espèce de système générique d'analyse, d'accès aux services, de protection incendie, de la vie dans le camp. Et puis, par exemple, on voit que les modes de vie s'organisent aussi par nationalité. Les gens se réunissent par nationalité, par culture, et que en fait, ça fonctionne mieux comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ce qui va à rebours de certaines idées aussi qu'on peut avoir dans des politiques d'habitat à la française. Et puis, il y a des moments, entre guillemets, de génie. Parce que le camp de Calais, c'est pas que des gens qui veulent aller en Angleterre. Il y avait une part importante de gens qui étaient là parce que, quelque part, c'était le moins pire endroit où être en France. Il y avait... Les Soudanais ne voulaient pas particulièrement aller en Angleterre, mais c'était l'endroit où, s'ils sont à la chapelle, ils sont sur le... Il y a un monsieur qui est mort la semaine dernière, un Soudanais, et même quand ils ont le statut de réfugié, le monsieur qui est mort d'ailleurs avait le statut de réfugié, ça se passe pas bien. Tandis qu'à Calais, ils trouvaient une forme de solidarité, et finalement, c'était encore une fois l'endroit où on était peut-être le moins mal de France. Et alors, ce logement en particulier, ça s'organisait par cours. Et je trouve ça, il y avait une forme il y avait une intelligence de l'habitat extrêmement poussée. Donc c'est un système de cours pour se protéger de l'extérieur. Il y a ici des batteries pour dormir qui étaient très basses, couvertes de plastique noir, très bien isolées, couvertes de plastique noir pour que la lumière ne pénètre pas, parce que le camp vivait surtout la nuit, donc les gens dormaient le matin très tard, jusqu'à midi. Un système ici de sas, ouais. Donc on baissait, on rentrait par un sas pour que garder la chaleur à l'intérieur. Ici un endroit pour poser les chaussures, et on pouvait aller dormir ici au calme. Ici, très séparé, la cuisine. Pourquoi très séparé? Pour les risques d'incendie, notamment. Un bâtiment plus élevé, mieux ventilé, bien éclairé, et donc, encore une fois, à part. Ici, le lieu de stockage des aliments, un lieu très fermé pour que les animaux ne viennent pas, les rats, etc., ne viennent pas taper dans la nourriture. Ici, une salle dite de conseil, donc où il y avait même une petite bibliothèque, là qui est moins ventilée pour qu'on y soit bien, et où on pouvait passer la journée. Ici, à part, des douches, pareil, hein, avec un système de bulle, etc. Donc là, moi, ce qui nous intéressait de voir ici, c'est que on a vraiment une architecture qui se fait en fonction de l'usage, qui est faite à l'économie et dans une forme d'optimisation totale. Voilà, donc ça c'est une autre cour plus petite. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail des choses, mais c'est toujours ces logiques d'ergonomie très fortes, d'économie de matière, d'économie d'énergie. Alors, ça c'était la jungle de Calais, et puis en parallèle, donc ça c'est quelque chose qui se construit quelque part dans l'adversité, dans l'hostilité. C'est-à-dire que ça se construit quelque part contre le gouvernement, contre la volonté de la mairie, et puis à part ce camp de containers qui est une volonté de l'État, mais qui fonctionne pas bien. Alors, à 40 km de là, il y a Grande-Synthe, donc cette banlieue de Dunkerque. Dunkerque est ici, Grande-Synthe est là. Et Grande-Synthe, c'est une ville qui a une histoire extrêmement particulière. Grande-Synthe, en fait,
un petit village de pêcheurs. Dunkerque, Dunkerque, ça va tomber, entre guillemets, le 9 mai 1945, c'est-à-dire le lendemain de l'armistice. Il y a une poche de résistance allemande absolument folle. Et les Allemands, avant de partir, prennent une décision, c'est de raser complètement Grande-Synthe. Et il y a une maîtresse d'école qui arrivera par miracle à convaincre le commandant de ne pas tuer toute la population. Et donc la ville est rasée, littéralement. Et là, je suis désolé, je n'ai pas les photos là dans cet exposé, mais ils vont vivre dans un camp pendant près de 20 ans. C'est-à-dire de 1945 à 1962, Grande-Synthe va avoir l'aspect d'un camp. C'est une ville en carton bitumé, en bois, parce que l'argent met longtemps à revenir, le plan Marshall met longtemps à se mettre en route, et donc en gros c'est une ville qui vit comme un camp. Et puis en 62, il y a Arcelor, donc la grosse usine d'acier, qui décide de s'installer là, et tout d'un coup la population est multipliée par 5. Et là, alors c'est un autre extrême, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a énormément d'argent, et cette ville doit se réinventer à toute vitesse, elle doit se dessiner à toute vitesse, et elle se dessine, alors ils font venir des architectes, d'ailleurs, curieusement, ils ne vont pas faire des grands ensembles, ils prennent des architectes qui veulent faire des villes à l'américaine, plus inspirant, on va dire, par les Victor ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une ville très verte, assez basse, il y a quelques grands ensembles, mais globalement, c'est une ville nouvelle sur un schéma assez particulier. C'est le centre-ville, quand on s'y promène, on ne sait pas bien où on est, on voit beaucoup de végétaux, quelques maisons comme ça, mais encore une fois, cette ville donc s'invente une deuxième fois sur un schéma très différent, mais avec une population qui a augmenté d'un coup. Et j'ai envie de dire, arrive la troisième, en 2015, il y a cette troisième apport de population brutale qui s'opère avec l'arrivée des migrants. C'est-à-dire qu'il y avait un micro-camp bidonville qui avait une petite centaine de personnes qui étaient là depuis 2000 jusqu'à 2015. Et tout d'un coup, il y a à l'automne 2016, l'automne 2015, il y a 2500 personnes dans le camp, même 3000, on dit jusqu'à 3000. C'est-à-dire plus de 10% de la population. Et là, c'est là pourquoi je revenais sur l'histoire de Grande-Synthe, c'est que je pense que aucun autre maire aurait eu ce réflexe de se dire, rejoint par Médecins sans frontières, on fait un camp. Le camp, hein, on a tous, pour tout le monde, il y a deux mots urbains qui symbolisent l'horreur, dans le sens commun, c'est le bidonville d'un côté et le camp de l'autre. Donc il a vu le bidonville, il décide de construire le camp. Et c'est le mot qu'il utilise d'ailleurs. Hein. Il y a un camp humanitaire, pour adoucir un petit peu, mais c'est-à-dire que Manuel Valls, quand il construit un camp à Grande-Synthe, il ne dit jamais que c'est un camp. Hein. Il dit que c'est un centre d'accueil provisoire, le CAP. Là, on dit c'est un camp. Alors, on va être une petite équipe à lui dire, mais Monsieur Carême, c'est Damien Carême, non ? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en fait en train de construire un nouveau quartier de votre ville ? Il dit non, c'est pas un nouveau quartier, parce que c'est temporaire. C'est temporaire, ça va être détruit. Et en fait, pendant ce camp va vivre à peu près un an, on ne va avoir de cesse de lui dire, mais attendez, ça c'est la timeline, ah ouais, je vois vraiment rien. C'est la timeline du camp. On aura de cesse de lui dire, mais attendez, vous faites un quartier avec votre ville, là. Vous êtes dans la prolongation de votre ville. Certains disaient que c'était coupé de la ville, c'est pas vrai. Quand on regarde le plan, Grande-Synthe, c'est une ville qui fonctionne par archipel. C'est que des îlots comme ça qui sont coupés par des grandes infrastructures de transport, par des usines, etc. Et là, c'était un nouveau quartier, si je reviens à la slide d'avant. Mais c'était juste un quartier de plus. C'est-à-dire que
le nouveau centre vivant, entre guillemets, de la ville, c'est là. C'est le centre commercial, et c'est là que vous êtes. Tout ça, c'est mort toute la journée. Et la Linière est ici, et on y était en moins de 10 minutes à pied depuis le camp. Et tout le reste de la ville est coupé, tout ça, c'est des autoroutes un peu partout. Tout est coupé en archipel, et il s'était juste construit un nouveau quartier. Et en gros, que malheureusement, il va le comprendre un peu trop tard. C'est-à-dire que quand il sort un livre sur son expérience en février 2017, et il dit oui, c'est vrai, en fait, c'est un quartier de ma ville, et c'est pas moi qui déciderai quand il sera fermé, c'est les migrants qui décideront quand ce quartier sera fermé. Il l'écrit comme ça. Et alors, en fait, le problème, c'est que c'était trop tard, je veux dire, et que jamais il l'avait toujours géré comme un camp, et que, en gros, il y aura des tensions internes qui feront que, qui auraient pu être évitées, mais qui amèneront, en gros, les migrants à, il y aura une rixe à l'intérieur, et le camp sera incendié par les migrants eux-mêmes, enfin par les migrants, un groupe minoritaire forcément de migrants, mais quand même par les migrants. Alors, nous, ça nous a renvoyé, à ce moment-là, ça nous a renvoyé à une idée qu'on avait depuis longtemps. C'était que quand Damien Carême s'était lancé dans cette initiative, il n'avait aucun outil pour faire ça. Et la ville accueillante, ça a été ça, c'est une recherche de toute une équipe pour que si un maire voulait revenir à ça, se retrouve confronté à une augmentation de population, et j'ai envie de dire, c'est pas uniquement pour les migrants, par les migrants, mais aussi, on l'a vu, c'était arrivé à Grande-Synthe avec des ouvriers. C'est une ville qui peut. Et c'est une ville après qui a connu un déclin et qui tout d'un coup revoit sa population monter. Et on voyait que les outils de fabrication de la ville actuelle sont. Un maire aujourd'hui n'a pas d'outils pour faire face à une augmentation subite de sa population ou à une diminution subite de sa population. Dans les deux cas, ils ne sont pas arrivés. C'est pour ça qu'on voulait mettre en place une série de scénarios qui permettrait à un maire confronté à cette question d'avoir ces outils. Alors, Alessia me fait signe qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais ça implique la remise en cause d'un certain nombre de concepts. Par exemple, il y a un concept qui avait été mis au point dans les années 40 qui s'appelle la pyramide de Maslow. Et c'est ça qui avait été... en gros, qu'est-ce qu'elle dit, la pyramide de Maslow? C'est que d'abord, on doit remplir les besoins physiologiques des gens, puis leurs besoins de sécurité, etc., jusqu'aux besoins de s'accomplir. Comme si les gens... C'est comme s'il y avait une espèce de gradation dans l'esprit humain et qui permettait d'atteindre ce point ultime de s'accomplir qu'une fois d'autres besoins remplis. Or, ce qu'on avait pu voir à Calais, et en creux à Grande-Synthe, c'est que ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Alors, il y a un groupe de chercheurs indépendants. Pourquoi ça ne marche plus comme ça? C'est que tout le monde, aujourd'hui, a un smartphone, tout le monde a accès à l'information, à la même information, tout le monde a un haut niveau de culture, globalement, et que c'est plus comme dans les années 40 où on recueillait des bergers qui n'avaient jamais rien vu ou quoi, et qu'il fallait nourrir et qui étaient déjà bien heureux d'être sur Terre. Aujourd'hui, alors, il y a un groupe de chercheurs indépendants qui a mis au point un modèle que je trouve très intéressant, qui remplace pour moi la pyramide de Maslow, c'est de dire que tous ces besoins aujourd'hui, c'est plus une pyramide, mais c'est un cercle, globalement. Et qu'il y a des besoins physiques et des besoins psychiques. Alors, ils ont identifié 6 besoins psychiques, 6 besoins physiques: mobilité, adaptation, nutrition, hygiène, sécurité pour les physiques, affection, échange, réflexion, reconnaissance et cohérence pour les besoins psychiques. Et nous, ce qu'on pense, c'est que l'erreur de Grande-Synthe, de Damien Carême quand il a fait son camp, c'est qu'il a pris en compte que ces besoins-là et pas ceux-là, et que dans ces cas-là, on arrive forcément à des problèmes. Donc, globalement, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais on a appliqué ce modèle
du cercle dit de Stevenson à la ville hostile. La ville hostile, c'est quoi? C'est celle qui impose l'invisibilité aux gens, c'est celle qui impose les logiques d'urgence, c'est celle qui ne donne pas accès aux services publics, c'est celle qui déclenche l'hostilité, c'est celle qui ne donne pas à manger, etc., etc. Et inversement, on dirait que la ville accueillante, au contraire, se base sur la visibilité, la reconnaissance de l'autre, l'accès à la formation, la possibilité de se déplacer sur le territoire, etc. À partir de ça, on a identifié, ça on va passer, mais pareil, on voulait se donner des axes d'évaluation des différents scénarios dans lesquels on s'engagerait, basés en l'occurrence sur les 3 cercles du développement durable et appliqués à la ville accueillante. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais juste pour finir là-dessus, c'est-à-dire qu'on a, à partir de là, ça c'est les schémas généraux. Après, les étudiants ont inventé à chaque fois un truc particulier. Mais l'idée, c'était, on a identifié 6 scénarios qui permettraient, en gros, à un maire aujourd'hui de mettre en place les conditions d'une ville accueillante. Alors ces 6 scénarios, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque part reconnaître les illégalismes, ce qui est souvent qualifié d'illégalisme urbain, et au contraire de les retourner et de les accompagner, tout simplement. Et d'en faire des faits urbains positifs. Alors, si je prends celui-là, sécuriser les quartiers spontanés. Pourquoi j'utilise le mot quartier spontané, en fait? Je vais vous dire toutes les cartes qu'il y a derrière. En fait, quartier spontané, c'est le mot qui est utilisé en Guadeloupe, dans les dom-toms, en gros. Et il y a un monsieur qui s'appelle Serge Letchimy, qui était l'assistant d'Aimé Césaire, c'est un député toujours de la Martinique. Je vous invite à lire ses ouvrages, c'est très très intéressant. Et justement, il a mis en place une loi, dite loi Letchimy, qui s'applique malheureusement que au DOM-TOM actuellement. Enfin, TOM n'existe plus au DOM, au département d'outre-mer. Et qui dit, mais on peut améliorer le logement quand bien même les gens, ils sont sans droit ni titre. Et quand je vous dis que ça devient une action, c'est qu'on est hyper heureux actuellement parce qu'on travaille à Mayotte, dans le quartier de Kaweni, qui est un quartier de Mamoudzou. Il y a des bidonvilles et il y en a un qui est sur un domaine communal. Et la ville a décidé enfin de dépasser ces logiques qui ne fonctionnent pas, de dire on éradique le bidonville et on met les gens dans des logements sociaux qui de toutes les manières n'existent pas. Et de toute façon, et deuxièmement, qui sont jamais adaptés au mode de vie. Et donc là, actuellement, on travaille sur un bidonville à Mayotte, sur la transformation de ce bidonville pour le transformer en quartier. Donc le premier, c'est justement ça, c'est sécuriser les quartiers spontanés. Donc là, pareil, on travaille avec les étudiants qui sont là à Stein. Il y a tout un quartier ce sont des jardins ouvriers qui ont été investis, il y a beaucoup de gens qui y habitent. Il y a environ 400 personnes qui y habitent. Il y a 104 familles pour être précis. Et on est en train de travailler aussi avec la mairie de Stein, la manière timide, etc., pour essayer de reconnaître les choses. Voilà. Et puis il y avait d'autres scénarios. Bon, voilà. Qui passent à investir des logements anciens, un bâtiment transformable, habiter les bâtiments tertiaires délaissés, c'est pareil, c'est reconnaître le squat. Donc là, pareil, on va aller à Marseille pour regarder ça d'un peu plus près. Enfin voilà, il y a 6 scénarios qu'on a mis au point et qu'on a validés. Ça encore une fois, c'est pour ça que c'est important qu'on ait par exemple une urbaniste dans l'équipe, que bien sûr on a un anthropologue, un géographe, etc. Et juste pour conclure, cette ville accueillante, encore une fois, elle ne vient pas d'immigrants, etc. Et complètement par hasard, je suis tombé récemment sur un texte d'Henri Lefebvre de 1998, qu'il avait publié. Non, pardon, 89. 89, qui avait été publié dans Le Monde diplomatique, et où il disait justement que, les réseaux, l'accès au réseau et à l'information allait changer complètement le rapport à la vie. Alors c'est étonnant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, en 89, je ne connais personne qui avait un email.
et deux, que les migrations, pareil, allaient complètement inventer, et qu'il fallait, par rapport à ça, réinventer complètement la vie. Et voilà, et donc je vais m'arrêter là. Merci.